Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Belle Ligne. Tendez bien l'oreille, celui qui parle a conquis la parole. Ces mots crissent sur la terre africaine, l'aube de l'humanité qui lutte contre le crépuscule. Difficile à ceux qui ne veulent pas l'entendre. En tout cas, le parolier est sans entrailles. Il invoque l'histoire, rapatrie notre imaginaire et surtout trace la voie à suivre. Trace. Discours en Nations africaines, un ouvrage écrit par Felwine Sarr. Il est aujourd'hui l'invité de votre émission Belle Ligne. Felwine Sarr, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir Papa Lune et merci pour l'invitation. Un discours aux Nations africaines. Les Nations africaines parlent-elles la même langue ou mieux le même langage? Non, certainement pas. Donc c'est pour ça que ce discours est adressé aux Xhosa, aux Sérères, aux Bantou et que les Nations africaines, on les nomme comme elles se sont nommées elles-mêmes avant le fait colonial. Mais je pense que le langage du désir de liberté et d'émancipation n'a pas de langue précise et qu'on peut leur adresser un discours. Il est universel. Absolument, absolument. Et depuis l'aube de l'humanité, les peuples, les groupes humains cherchent à franchir les horizons et à dépasser les limites qu'on leur impose. Et je pense que ce discours-là, on l'entend. On l'entend pas par l'oreille de la langue, on l'entend à travers d'autres étages de l'être, en fait. Et ce discours est porté par aussi de la musique. De la musique, avec Etienne Bingoua qui a fait d'ailleurs une très belle interprétation de votre ouvrage. L'Afrique est rocailleuse et fertile, c'est vous qui l'écrivez. Mais pourquoi cette partie rocheuse, cette partie rocailleuse est plus visible, empêchant même aux fleurs de verdir? Quand je parle des fleurs, je pense à la jeunesse. Elle est plus visible parce que c'est sur cette partie-là que le projecteur a été le plus mis. En fait, ça, c'est une question d'éclairage et de lumière par les gens qui comptent l'Afrique, par les gens qui parlent de l'Afrique. Les Africains? Pas forcément. Les Africains ont le problème d'être objet de discours plus que sujet de discours. On parle d'eux plus qu'eux, ils ne parlent d'eux-mêmes. Et quand on regarde la majeure partie de la littérature qui parle de l'Afrique, elle ne sait plus à la décrire sous son visage ombrageux et à fermer les yeux sur ses lumières. Et je pense qu'il est important qu'on rétablisse des équilibres et qu'on prenne la parole sur nous-mêmes. Il ne s'agit pas de nier nos obscurités ou nos crépuscules, mais il s'agit de ne pas nous laisser enfermer dans une version réduite de nous-mêmes, dans une version de nuit, dans une version ombrageuse. Et c'est pour ça que c'est important de prendre la parole et de révéler les autres dimensions de la réalité de ce continent-là. Il faut que l'Africain soit celui qui regarde, mais pas celui que l'on voit. Il faut qu'il pose un regard sur lui-même d'abord et sur le monde. Il ne peut pas être réduit à un objet de curiosité, à un objet anthropologique ou ethnologique. Et c'est important que nous portions un regard sur nos réalités, mais que nous portions aussi un regard sur le monde vaste, puisque après tout, nous sommes les filles et les fils aînés de l'humanité. Et devenir sujet de son histoire, c'est aussi devenir sujet de son regard. Oui. Celui qui parle, celui qui narre, celui qui fait le discours, avait fui un peu les réalités sociales. Fuir, et quand on est dans l'acte de fuir, et vous l'écrivez, le personnage principal ou bien l'interlocuteur a toujours une sensation de vivre alors qu'il brave un peu l'Odyssée bleue. Comment expliquer ce paradoxe? Regardez la mort qui est en face, mais on a une sensation de revivre en partant. En fait, il a quitté le continent pour avoir une vie beaucoup plus vaste, beaucoup plus importante, beaucoup plus féconde. Et en même temps, on peut le considérer comme une fuite, mais on peut le considérer aussi comme un acte de quelqu'un qui estime que dans son environnement, il ne trouve plus les éléments de la fécondité, de ce qui fait vivre. Vivre, c'est partir à l'assaut, c'est grandir, c'est s'accomplir. Ce n'est pas juste être dans une vie biologique et végétative. Et une partie de la jeunesse a ce sentiment-là, a le sentiment qu'en elle porte une énergie, mais qu'elle ne peut pas se réaliser pleinement dans son lieu, dans son écologie. Et elle cherche à se réaliser pleinement, à faire de sa vie un récit, une aventure, à faire de sa vie une quête, une tension vers quelque chose. On est tous animés par une tension vers quelque chose. Et je pense que cette démarche, elle est ambivalente et il faut en voir l'ambivalence. Il ne faut pas juste voir le fait qu'on quitte un lieu et qu'on abandonne. Il faut aussi voir le désir de vie et d'accomplissement qui décide de braver tout, y compris la mort. Qu'il n'existe pas ici ce désir de vie-là? Non, il existe, mais certains estiment que des fois leur environnement n'est plus fécond. Et c'est là où nous avons échoué, quand nous avons fait en sorte que l'espoir a été perdu et que nous ne l'avons pas gardé en lieu sûr. Il ne faut pas exagérer, ce n'est pas toute la jeunesse du continent. La jeunesse du continent, elle reste sur le continent et une grande partie migre dans le continent. Mais quand une proportion a le sentiment qu'en fait, dans ces lieux, elle ne peut plus s'y accomplir, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'espoir, de la capacité de se réaliser qui a disparu. Et là, il faut le replanter dans les imaginaires, dans les actions de grandes politiques publiques. Mais ce que je trouve ambivalent et intéressant, c'est que cette démarche, elle est à double face. Et on quitte un lieu parce qu'on veut se réaliser, mais en même temps, le narrateur se rend compte que lorsqu'il quitte les lieux où il est
où il est admis, où il est légitime pour des lieux qui ne le souhaitent pas, il devient un peu le déchet de l'humanité. Oui, parce qu'il ne peut pas être avec sa femme, par exemple. Sa femme ne pouvait pas sortir à cause des conditions, des difficiles conditions sociales. Et aussi les imaginaires. Oui. Et aussi les imaginaires, parce qu'il y a souvent les conditions sociales, mais il y a aussi l'imaginaire de la réussite. Oui. Si vous n'épousez pas l'imaginaire de la réussite, vous n'avez pas assez de ressources financières pour construire une maison, emmener vos parents à la Mecque, répondre aux besoins que la société vous impose, envoyer les signaux de la réussite sociale tels qu'on l'entend, vous pouvez avoir de quoi vivre une vie normale, mais estimer que vous n'êtes pas réalisé, la communauté ne vous regarde pas, elle ne vous respecte pas, elle ne vous estime pas, et vous allez chercher les moyens de vous faire respecter dans la communauté, selon les codes de la communauté. Là-bas aussi, on a un travail à faire pour pluraliser ce qu'est une bonne vie. Qu'est-ce qu'une vie vivable? Qu'est-ce qu'une vie acceptable? Et là-bas aussi, on a un travail à faire à l'intérieur de nos sociologies pour offrir une pluralité de perspectives sur ce qu'est une vie accomplie. Oui, d'où l'importance de questionner la notion d'espoir. Est-il matériel ou existentiel? L'espoir qu'on veut porter à la jeunesse afin qu'elle reste ici en Afrique. Ce sont les deux. En fait, je pense qu'il y a deux dimensions. Il ne faut pas qu'on l'assigne à résidence, le monde vaste lui appartient, mais il ne faut pas aussi qu'on la force à quitter le continent parce qu'elle n'a pas d'autre choix. Il faut que la jeunesse puisse avoir les choix de se réaliser sur le continent. Et s'il a envie d'aller découvrir le vaste monde, parce que c'est ça aussi, le voyage forme les humanités, on n'est pas confiné, on n'est pas assigné à résidence. L'Afrique ne doit pas être une prison à ciel ouvert. Et nous appartenons à l'humanité. Donc c'est un double mouvement, le mouvement de la mobilité normale, mais la mobilité ne doit pas être forcée par le manque de perspectives. Nous devons travailler, nos gouvernants, la première responsabilité, à ce qu'il y ait des perspectives pour que les gens puissent s'épanouir là où ils sont s'ils veulent, mais qu'ils aient aussi la possibilité d'aller à la rencontre des autres, parce que c'est aussi ça, l'humanité, c'est rencontrer les autres et avoir le droit et la possibilité de s'enrichir au contact des autres. Donc c'est deux dimensions qu'il faut que l'on articule. Aucune dignité ne peut se conquérir dans l'arrière-cour des autres, vos mots. Mais comment garder sa dignité quand on est socialement mort? C'est en fait ça la question. Je pense qu'il y a les questions économiques et sociales qui sont absolument fondamentales que nous devons résoudre. C'est des défis sur le continent, éducatifs, sociaux, environnementaux bien sûr, mais faire en sorte que les individus puissent avoir des vies dignes. Et une vie, ce n'est pas juste votre corps, ce n'est pas juste votre biologique. Votre vie est soutenue par des mondes, par des relations sociales, par une biopolitique, par un environnement économique et social, par un environnement. Et nous devons travailler à ce que les vies des Africains puissent se déployer dans les environnements qui les soutiennent, dans des mondes qui les soutiennent. Et ça, c'est le fait du politique, principalement. Mais une fois que l'on a dit ça, il n'y a pas que ça. La vie, c'est produire du sens. C'est donner du sens à l'aventure humaine. Et ça, c'est les ordres de l'imaginaire, c'est les ordres de la créativité, c'est les ordres du sens, c'est les ordres philosophiques et éthiques, c'est les ordres symboliques qui enrichissent le sens. Donc il y a plusieurs espaces de travail et chacun là où il est doit contribuer à ce que nous puissions rendre la vie vivable, mais la rendre intense, la rendre sensée, la disséminer, la produire et faire du continent un lieu de vie, quoi. Ce mal du siècle, des siècles même que l'Afrique vit, est-il liés aux moments les plus durs de l'histoire de l'Afrique, en l'occurrence la colonisation et l'esclavage? Ils ont un fort impact. C'est-à-dire qu'il y a deux écueils. L'écueil de considérer que rien n'est possible et que tout est explicable par ces chocs historiques. On le dirait. Mais on ne peut pas évacuer ces chocs historiques parce qu'ils ont ce que les économistes appellent un effet d'hystérèse, c'est-à-dire que les effets qui continuent après le choc dans le temps. On ne peut pas nier l'impact de l'histoire dans le temps présent. Mais en même temps, on ne doit pas être prisonnier de l'histoire. Et c'est ça la grande difficulté. Regardez lucidement que ces éléments-là sont liés à une histoire longue, à une mémoire longue, mais comment œuvrer dans le présent pour renverser les tendances, les mauvaises traces que l'histoire nous laisse. Et c'est pour ça que la question des futurs est aussi importante. La question de l'histoire, elle est importante pour comprendre où est-ce qu'on en est, mais la question de comment est-ce qu'on transcende cette histoire et comment est-ce qu'on passe à un futur que l'on construit est aussi fondamentale. Et je pense qu'il ne faut pas être amnésique, on ne peut pas l'être, mais en même temps, il ne faut pas rester dans la prison et dans l'ontologie de la défaite et de la souffrance qui ne dure que quelques siècles. On a une histoire bien longue et qui est bien beaucoup plus importante que cet épisode où on a été asservi, mais dont il faut sortir. Et pour en sortir, je pense que le travail sur l'intellect, le mental, l'imaginaire est aussi important que le travail sur la souveraineté, sur la politique, sur l'économie, etc., etc. Ne faut-il pas alors commencer par arrêter de conjuguer tous nos verbes au passif et nuissard? Mais je suis d'accord, mais en même temps, il ne faut pas qu'on nous... Pour se projeter dans l'avenir. Il faut se projeter dans l'avenir, mais il ne faut pas qu'on soit amnésique. Et même de l'histoire, on doit pas oublier l'histoire. De l'histoire, on doit tirer les leçons. Qu'est-ce qui fait qu'on a été vulnérable à une époque? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi on s'est retrouvé dans telle situation? Donc, c'est un regard sur l'histoire qui nous permet de tirer ces enseignements-là. Mais fondamentalement, je suis d'accord que notre conscience doit être tournée vers l'avenir et vers le présent. Et d'ailleurs, un présent est un avenir d'hier.
Et le présent d'aujourd'hui, c'était l'avenir d'hier. Et donc, si nous n'avons pas construit les avenirs, nous ne construisons pas les présents. Mais il faut sortir de la traumatologie. C'est-à-dire qu'il faut sortir de la conscience traumatique. Mais il ne faut pas nier aussi que certains d'entre nous portent une conscience traumatique et il faut la guérir. Donc, c'est aussi un rapport à l'histoire qui est un rapport aux soins, à quelle est la trace problématique de l'histoire que je dois guérir pour envisager des futurs. Et interroger l'histoire objectivement, comme vous le faites, parce qu'il y a eu la responsabilité des rois africains dans ces périodes. Oui, mais il ne faut pas leur mettre toute la responsabilité. C'est-à-dire que souvent, on insiste sur la responsabilité pour dédouaner l'Occident esclavagiste qui en a fait une industrie. Les sociétés africaines étaient vulnérables, elles avaient aussi de l'esclavage domestique. Elles avaient des formes de violence et des formes de non-respect de l'humanité des uns et des autres. Mais l'entreprise industrielle a profité des failles qui existaient. C'est-à-dire que dans toute société, dans tout groupe humain, à sa part d'ombre. Et cette part d'ombre-là a collaboré à l'asservissement, mais il ne faut pas en faire le grand responsable, comme si on portait la traite à une échelle industrielle, on portait l'inhumanité des autres à une échelle industrielle, et la responsabilité de cet Occident-là, de la fin du Moyen-Âge, de la fin de la Renaissance, du début du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle. Et ça, c'est sans commune mesure. Mais tout en regardant qu'à l'intérieur des terres africaines, des gens ont collaboré à cette funeste entreprise. Et de toute manière, c'est toujours le cas. C'est toujours le cas dans tous les conflits, dans tous les projets d'asservissement. Certains de l'intérieur y contribuent. La question que je voudrais poser, Philippe Moussard, c'est que est-ce que nous ne sommes pas esclaves de ce système, reprenant un peu les mots de Sartre? L'important, ce n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous faisons de ce qu'on a fait de nous-mêmes. Non, je ne crois pas. Je crois qu'en fait, on est dans un moment où le continent est en train de se réveiller, est en train de retrouver sa sève et sa force. 61 ans d'indépendance. Ce n'est rien, en fait. Par rapport à... Mais ce n'est rien. Ouais. Vous avez 2, 3, 4 siècles de traite. Vous avez 1 siècle et demi de fait colonial. Ça fait 500 ans. Et vous voulez qu'en 60 ans, toutes les stigmates disparaissent. Ben non, il faut laisser le temps aux sociétés de se reconstruire. C'est-à-dire que l'horizon temporel dans lequel on force l'Afrique à se guérir de ses blessures est trop court. On lui dit, ben, en 50 ans, qu'est-ce que tu as fait? Mais non, il faut laisser le temps au continent de penser ses blessures, de faire le point, de retrouver sa démographie, de retrouver ses énergies, de guérir ses imaginaires, de reconstruire ses infrastructures psychiques. Et le continent est sur la bonne voie. Sauf qu'on lui dit, ben, c'est lent, quoi. Il faut accélérer la cadence. Ben non. Et qui a le droit de dire ça? Ce n'est pas ceux qui sont responsables de cette situation-là qui doivent nous fixer un horizon temporel. Ce que vous appelez les détrousseurs. Oui, les détrousseurs. Mais le temps des sociétés, il faut laisser aux sociétés le temps de se remembrer, le temps de se remettre debout et le temps de reprendre leur élan. Mais si on observe les choses sur le temps historique, moi j'ai une confiance absolue sur le fait qu'on est en train de sortir de ce cycle-là. Ah bon? Oui. La vision, elle est optimiste? Non, elle est réaliste. En fait, il ne faut juste pas regarder les choses à l'horizon de sa propre vie. Il faut regarder les tendances lourdes des sociétés. Les sociétés ont des blessures, mais elles se guérissent de leurs blessures. Le continent, à partir des années 50, a retrouvé la démographie qu'il a perdue durant la traite. Le continent, en 2100, sera 40% de l'humanité. La force vive de l'humanité sera africaine. La proportion des individus entre 15 et 45 ans les plus importants seront africains. Le continent a une jeunesse qui est intelligente, qui innove, etc., etc., etc. Je veux dire, il y a énormément d'éléments qui nous permettent de regarder la tendance longue. C'est normal que dans nos vies, nous soyons impatients et que nous souhaitions que beaucoup de problèmes soient réglés. Mais il faut regarder aussi les choses dans le temps de l'histoire. Il y a ceux qui convertissent cette démographie en une expression violente, une bombe sociale, par exemple, oui, en parlant de la jeunesse. Oui, mais c'est une lecture qui est totalement biaisé, souvent raciste. Ah bon? Souvent raciste, parce que, je veux dire, la démographie, effectivement, il faut éduquer ces jeunes, il faut les doter de capital humain, bien évidemment, mais c'est d'abord, avant tout, une ressource, avant d'être un problème. Et c'est à nous de relever le défi d'en faire une ressource féconde. Et les autres qui ont peur qu'on les envahisse, mais c'est leur histoire à eux. Je veux dire, c'est pas ça la question. La question, c'est que fondamentalement, à la fin du 19e siècle, quand le continent est passé, après la traite, de 20% de l'humanité à 9%, l'Asie et l'Europe occidentale étaient en train de passer de 16 à 18% de l'humanité. Le shift démographique a joué en leur faveur. Les Chinois, bien qu'ils aient limité les naissances, ne vous diront pas que leur démographie est une faiblesse. Les Indiens non plus, etc., etc. Ils essaient de la transformer en force. Pourquoi nous, les Africains? En plus, les Africains, nous ne sommes pas surpeuplés. Nous sommes 1,3 milliard sur un continent qui est vaste. Et actuellement, nous avons la plus faible densité au monde. Et donc, quand on regarde aujourd'hui la population africaine, vu sa surface, le continent est loin d'être surpeuplé. On a encore de la marge. Et il faut juste prendre nos responsabilités sociétales pour faire en sorte que nos jeunes soient éduqués, instruits et soignés. Et peut-être le mal, c'est accepter. Nous acceptons un peu ce vocabulaire péjoratif. N'était pas
temps de sortir de cette étape de chameau, on courbe l'échine pour Absolument devenir un lion, pour rugir. Nous acceptons ce vocabulaire péjoratif, nous acceptons les catégories déficientes qu'on nous applique, nous ne nous nommons pas, nous ne les dénommons pas, et nous nous regardons à travers le regard de l'autre, et il faut en sortir. Et j'aimerais rajouter un dernier mot sur la démographie, c'est que quand on regarde la démographie africaine, on est encore dans un imaginaire de l'Afrique. Mais au fond, ce qui importe, ce n'est pas la démographie africaine, c'est la démographie du monde. C'est le fait que de savoir est-ce que les humains ont assez de ressources pour vivre dans cette planète. C'est important. Et c'est la vérité. La planète produit assez de ressources pour tous les humains. Et la question, c'est la question de l'équité, de la mobilité mondiale. Mais sur le terrain, c'est... oui, il y a la politique. D'accord avec moi que non, la pauvreté, non, mais bien évidemment. La jeunesse mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'en même temps qu'on regarde les choses d'un point de vue de la perspective africaine, et il faut réfléchir parce qu'il y a le fait politique, et il faut travailler dans nos espaces, en même temps, il faut qu'on l'envisage dans une perspective globale et humaine. Peu importe de savoir s'il y a plus d'Africains ou de Chinois ou moins d'Européens ou d'Asiatiques. À la fin de la journée, il faudrait qu'on arrive à faire monde et qu'on pense l'humaine condition. Pour moi, la question au-delà de l'Afrique, c'est est-ce que la planète a assez de ressources pour pourvoir à une vie digne pour tous les êtres humains, et c'est le cas. Donc ça veut dire qu'il y a une question de géopolitique globale qui se pose que nous devons aussi résoudre. Ne faudrait-il pas, Felwine, une révolution, et par quel canal devrait-elle passer, cette révolution? Je pense qu'il y a plusieurs types de révolutions. Il y a des révolutions qui renversent des pouvoirs politiques qui ne font pas l'affaire et qui désirent un changement. On en a connu, et malheureusement, un certain nombre de ces révolutions aboutissent à des désillusions. Parce que vous nommez ces révolutions dans cet ouvrage. Oui, je les nomme. Et elles sont importantes. Quand vous avez une géopolitique, une biopolitique, des gouvernements qui vous asservissent, qui vous rendent indignes, qui ne pourvoient pas à vos besoins, etc., qui vous violentent, il faut les remplacer. Mais je crois aussi que fondamentalement, les révolutions sont des révolutions intellectuelles, mentales, spirituelles, culturelles et d'imaginaire. Je pense que fondamentalement, souvent, quand on remplace un système par un autre et que nous n'avons pas travaillé sur des imaginaires du rapport au monde qui étaient problématiques, sur notre rapport aux choses qui étaient problématiques, et ces révolutions-là, elles sont beaucoup plus silencieuses, elles sont beaucoup plus durables, elles passent par l'éducation, elles passent par la culture, elles passent par les ordres symboliques, éthiques, elles passent par toutes ces ressources symboliques qui transforment les humains. Et c'est ça les fondamentales révolutions. Et il faut réussir à articuler des révolutions spirituelles, dans le sens esprit, et des révolutions culturelles, et des révolutions politiques. Il faut réussir à articuler les trois. Lorsqu'il manque un élément de la révolution, mais la révolution politique à elle seule ne suffit pas. Et pourtant, elle vient en première ligne, la révolution politique. Renverser un pouvoir, ce qui s'est passé également dans le printemps arabe. Mais ces révolutions-là ont accouché la contestation après. Mais oui, mais c'est ça qui est intéressant. Mais c'est ça qui est intéressant. Ouais. Non seulement certains ont été confisqués par des pouvoirs militaires, certains ont été en Égypte, certains ont été confisqués par des pouvoirs que j'appellerais obscurantistes, qui se servent de la religion, mais qui ont une version obscurantistes du fait religieux, qui n'ont pas pris la version lumineuse du fait religieux et qui ne l'ont pas mise au cœur des sociétés. Et ça veut dire que fondamentalement, ces révolutions-là, elles nous enseignent qu'une fois le pouvoir remplacé, qu'est-ce qui meut une société, qu'est-ce qui change une société? Et ce qui change une société, c'est dans les ordres de l'esprit, de la culture et des imaginaires. Et c'est là-bas qu'il faut faire un travail durable. Vous n'avez pas un mot, le développement, pourquoi? Oui, parce qu'en fait, c'est un mot qui est chargé d'une histoire précise, c'est un mot qui a prétendu qu'on pouvait développer les autres, qu'on pouvait leur appliquer des formes sociétales qui n'étaient pas les leurs, qu'on pouvait leur appliquer des recettes qui avaient été éprouvées ailleurs, et que c'est un mot qui nie la créativité propre d'un point de vue économique, culturel et social des sociétés, et c'est un mot qui nous a mis sous le modèle de l'imitation exclusif. C'est-à-dire que, bien évidemment, il faut apprendre intelligemment des autres, mais il ne s'agit pas de répliquer les autres aventures sociétales. Il s'agit de faire œuvre de créativité, de se fonder sur son histoire. Kizerbo le disait, on ne développe pas, on se développe, et si vous êtes sur la natte des autres, vous laissez la vôtre, et que tout développement est fondamentalement endogène, mais le développement qui n'est que imitatif, qui n'est qu'extériorité, qui n'est qu'exogénéité, ne fonctionne pas. Je veux dire, et là où ça a fonctionné, on a vu que les pays asiatiques ont su mettre leur culture et leurs ressources culturelles au cœur de leur processus. Et ils ont intégré des éléments d'une technologie qu'ils n'avaient pas, mais fondamentalement, ce qui les a meus, il faut fonctionner sur ses propres moteurs à soi. Vous ne pouvez pas, un avion qui ne fonctionne pas sur ses moteurs ne décolle pas. Et il y a un travail là de remettre les moteurs, et nous avons des moteurs fondamentalement sur lesquels nous pouvons compter. Et ça ne veut pas dire être autarcique, être autonome, c'est choisir ce que l'on emprunte de l'autre. Et ça ne veut pas dire être autarcique. Mais bon, sur ce concept-là, il y a une grande déconstruction. Je veux dire, ça a été déconstruit depuis les années 50 et 60. Donc c'est quoi le développement? C'est fondamentalement
créer les conditions de bien-être et d'épanouissement des groupes humains. Donc ce n'est pas économique, un mot qu'on va convertir en PIB, c'est une dimension, machine à calculer. Ce n'est qu'une dimension, et ce n'est pas la dimension la plus fondamentale. Il faut bien sûr des ressources, mais même le PIB, les économistes le critiquent, en disant qu'il est déficient, qu'il ne prend pas en compte énormément de dimensions fondamentales. Mais il y a une dimension bien évidemment économique, mais il y a une dimension culturelle, il y a une dimension sociétale, il y a une dimension politique, il y a une dimension spirituelle, il y a une dimension philosophique. C'est travailler à ce que les individus, tous les étages de l'être s'épanouissent. Et c'est aux sociétés de définir ce que veut dire bien vivre et comment on articule au sein d'une société les ordres écologiques, économiques et culturels. Et dans nos sociétés, on a énormément de ressources que l'on peut articuler pour le bien-être global des individus. En Amérique latine, ils disent le buen vivir, ils disent pas le développement. Et si je vous demande en Wolof comment on dit développement, vous aurez du mal à trouver le terme. Peut-être Yorkoté. Mais Yorkoté qui l'âne, qui l'up, quoi. Je veux dire, et même, je veux dire, est-ce que le plus est le mieux? C'est une vraie question. On peut avoir une quantité, mais où est la qualité? Et donc, toutes ces questions-là, nous devons les travailler à travers aussi nos ordres sociaux et imaginables. Nous devons nous dire, c'est quoi une vie épanouie? Bien évidemment, la dimension économique est importante, mais elle n'est pas la seule et il ne faut pas en faire la dimension centrale. Moi, je suis un économiste, je ne vais pas nier l'importance de l'économie, mais ne pas en faire un ordre des finalités qui déterminent tout le reste et qui, aujourd'hui, dévaste la planète au nom du développement. Et peut-être c'est une équation épineuse à régler parce qu'elle a transformé notre société, l'être au-dessus de l'avoir, le savoir au-dessous de l'argent. Et cette révolution est spirituelle là, et tout fait. Absolument. Je veux dire, les sociétés ont besoin de plus d'être. Et fondamentalement, on a renversé l'échelle des valeurs et la critériologie a totalement changé. Et on oublie que ces ordres-là, l'économie, tous ces ordres sont des ordres du savoir-faire, sont des ordres qui doivent être assujettis à des finalités du bien-être. C'est l'humain fondamental qui est la finalité. Et tous ces ordres doivent servir à ce que l'humain fleurisse. Et fondamentalement, c'est l'humain. C'est l'humain qui est la fin de toute chose. Et donc, ces ordres sont des ordres des moyens. Donc, des moyens en vue de. Et il ne faut pas qu'on oublie que la vie, elle excède la vie biologique. Une fois que vous avez pris vos repas, que vous êtes soigné, que vous êtes sous votre maison, qu'est-ce que vous faites? Votre esprit, il fait quoi en fait? Du temps de vie, fondamentalement. Et c'est ce que vous faites, ce que vous faites de votre vie, le sens que vous donnez à votre vie, la capacité de créer quelque chose de neuf, de produire une vie qui a une finalité qui vous enrichit. C'est ça le but ultime. Donc, il ne faut pas que l'on soit réduit à la question biologique, à nous nourrir. Ben non, une fois que l'on s'est nourri, on fait quoi? Juste oui, c'est important, mais c'est un prérequis, ce n'est pas la finalité. Pour qu'une vie soit vivable, pour qu'une vie puisse être menée, pour qu'une vie ait du sens, elle doit excéder cette question-là. Et il ne faut pas que l'on nous réduise à cette micro-dimension-là, qui est importante, mais elle ne doit pas être le but de Baudelaire disait qu'il y a deux postulations simultanées. En acceptant qu'on nous dise que nous sommes des pays sous-développés, c'est accepter d'être mal nommés. Absolument. Et c'est ce que j'ai dit dans Trace. Et on ajoute au malheur du monde. Absolument. Comme Camus le disait. On ajoute au malheur du monde en se nommant mal. Mais en se nommant mal aussi, on voile les ressources lumineuses de qui nous sommes. Donc c'est pour ça que entreprendre le travail de dénomination et de renomination est absolument important. Et j'insiste, à chaque fois que l'on dit ça, on a l'impression qu'en fait, on ne veut pas assumer la part ombrageuse. Non, mais nous ne sommes pas notre part ombrageuse. Nous excellons notre part ombrageuse. Et chaque continent là, cette part ombrageuse. Tout être humain là, chaque continent là, chaque groupe humain là. Et pourquoi les autres se nommeraient de la meilleure des manières et nous serions les seuls pays développés, pays sous-développés. Voilà, et nous serions ceux qui ont été nommés par les autres. Oui. Et c'est ça important. C'est-à-dire que nous avons accepté d'être nommés de manière handicapante. Je veux dire, et lorsque vous vivez, lorsque vous sortez, lorsque vous êtes en interaction, mais vous vous rendez compte que cette dénomination-là, elle n'est pas adéquate, en fait. Elle ne reflète pas votre réalité, elle ne reflète pas votre vie. Vous ne menez pas une vie de sous-développée. L'Afrique est riche, voilà, n'est pas sous-développée. Elle est riche de signes, de sens, de ressources, de culture. Dans tous les domaines de la richesse, elle en regorge. Et elle est riche d'humanité au pluriel. Et fondamentalement, nous devons aussi renverser l'échelle de valeur. Rappelez au monde que ce qui est fondamental, c'est que les humains aient une expérience existentielle qui est la plus féconde qui soit, qui est une vie qui est la plus riche de sens qui soit, qui est la plus épanouie que ça. Et là-dessus, l'Afrique n'a rien à apprendre du monde. Au contraire, elle a des ressources à apporter au monde sur le vivre ensemble, sur la liaison sociale, sur un certain nombre de problématiques qui épanouissent les individus. Des gens quittent des villes où les trains arrivent à l'heure, où les rues sont propres, pour aller vivre dans des endroits où ils sentent que la vie elle est vibrante. Et là-dessus, le continent n'a absolument rien à apprendre du monde. Au contraire, il a à apporter au monde. Bien évidemment, il a ses défis à relever, il faut qu'il
il faut qu'ils les relèvent, mais il faut qu'ils refusent d'être dans une catégorie minorée. Oui. Et ça, c'est un travail que nous devons faire. Ah oui, nous, c'est important. C'est à nous de nommer notre environnement. Mais le continent africain reste toujours le continent qu'il faut sauver, qu'il faut éduquer, qu'il faut instruire, qu'il faut apprendre. Quand un pays africain a des problèmes internes, il invoque la France. Le dernier épisode, par exemple, ce sont les pays. Par exemple, une rencontre dans le Sahel, par exemple, il a fallu qu'un président français fasse le déplacement. Et son discours qui a été le plus répandu. Vous avez absolument raison. Il faut qu'on sorte de ce qu'une chercheuse camerounaise, Nadine Machouka, appelle l'impérialisme compassionnel. C'est-à-dire que notre rapport au monde a été, ces dernières années, décennies, construit sous le mode de la compassion. Et nous avons accepté d'être victimes de l'impérialisme compassionnel. Et nous avons accepté de passer notre temps à externaliser les solutions à nos problèmes. Quand nous avons une difficulté, vous avez l'Union africaine, vous avez la CEDEAO, au lieu que ce soit les premières instances qui montent au créneau, on accepte que des solutions externes qui nous sont proposées soient les premières. Ça aussi, c'est notre responsabilité. Oui. C'est à nous d'abord de mobiliser toutes nos ressources, tout ce que nous pouvons pour résoudre nos problèmes. Et quand nous ne pouvons plus, peut-être accepter une contribution. Mais nous ne pouvons pas toujours être à la remorque de nos solutions. Nous devons être les initiateurs. Mais quand vous voyez une situation, actuellement, il y a des milliers de déplacés au Burkina. Est-ce que l'Union africaine ou la CEDEAO s'est réunie en urgence pour dire le djihadisme dans le Sahel est en train de prendre de l'ampleur, Niger, Burkina et Mali, il nous faut une réaction forte, comme nous avons fait pour le Libéria, comme nous avons fait pour Anjou, comme nous avons fait pour la Gambie. Oui. Pourquoi est-ce que la CEDEAO n'en fait pas une urgence? Et ça, c'est une responsabilité que nous devons prendre. Elle devrait en faire une urgence. Je suis désolé. L'Afrique du Sud, le Sénégal... L'Éthiopie. Vous avez en parlé. L'Éthiopie, mais je veux dire, le Rwanda, il y a énormément de puissances militaires africaines qui, si elles se mettent ensemble, peuvent apporter des réponses importantes. Mais il n'y a pas que la réponse militaire, il y a une pluralité de réponses à apporter. Mais le fait de ne pas être les moteurs de nos solutions, c'est un problème d'extraversion. Et je suis catégoriquement d'accord avec cette expression. Notre faiblesse, c'est d'ignorer nos propres forces. C'est ça la question, c'est qu'on a passé notre temps à nous faire comprendre que nous n'étions pas forts, et nous y avons cru, et nous avons voilé notre regard sur nos forces. Et donc, du coup, puisque nous ne voyons plus nos forces, nous voyons que nos limites. L'auteur de Mal Noir, oui. Elgas, on nous a volé notre innocence. Celle-là aussi, je crois qu'on nous l'a volée, mais nous devons la recouvrer, et nous devons recouvrer aussi la pleine possession de nos moyens. Parlons un peu du cas de l'Éthiopie. Vous aviez récemment avec le professeur Souleymane Bachir Diagne, signé tout simplement une tribune pour demander à que l'on sauve l'Éthiopie. L'Éthiopie, au-delà du pays, c'est la symbolique un peu de l'Union africaine. Les Aïchopos, les faces brûlées avec Selassie. Et on est toujours dans l'expectative, dans l'attente, dans ce conflit-là qui se passe au Tigré, dans le Tigré. C'est vraiment symptomatique. Le siège de l'UA se trouve à Addis Abeba. Ouais. L'Éthiopie est le seul pays du continent qui n'a pas été colonisé. Il y a eu une parenthèse de 4 ans des Italiens. Ils les ont boutés d'or. L'Éthiopie a une histoire millénaire. L'Éthiopie, d'un point de vue symbolique, je veux dire, on pourrait passer toute l'émission à dire pourquoi l'Éthiopie est importante. Oui. Et quand ce pays-là est pris, dans les raies de cette guerre civile, de ce conflit profond, aucune réaction. Et on attend quoi? Que le Conseil de sécurité décide d'envoyer des casques bleus? Pourquoi est-ce que nous sommes incapables de nous mobiliser pour faire en sorte de mettre toutes nos ressources pour venir au secours des nôtres, quoi. Et ça, c'est un vrai problème, quoi. Je dis, non seulement aucune réaction, mais il y a une sorte de blackout. Ouais. Ça se passe, le pays est fermé, on n'a pas accès aux informations, il y a des violations de droits de l'homme, nous sommes au courant, etc., etc., etc. Et puis la vie continue. La vie continue, comme si de rien... Le mal est banalisé. Le mal est banalisé, comme si la vie des Africains, des Éthiopiens n'est pas importante, comme si on pouvait porter atteinte à l'humanité des nôtres et que ça ne nous réveillait pas. Et quand il y a des conflits dans le monde entier, nous sommes prêts à aller exprimer notre compassion dans le monde. Ouais. Et quand c'est à côté de nous, c'est mais qu'est-ce qu'il explique? Le politique, on peut pointer du doigt les politiques parce qu'ils sont en première ligne. Ils doivent tout simplement donner le métronome. C'est d'abord leur responsabilité. Souvent, les responsabilités elles sont sociétales et globales, mais il faut qu'on les pondère. Et ceux qui ont en charge de mener le destin des sociétés, qui ont pris la responsabilité du politique, sont d'abord en première ligne. Et c'est d'abord eux qui doivent faire le travail. C'est d'abord eux qui doivent se mobiliser. Les sociétés civiles, tout ce qu'elles peuvent faire, c'est comme vous, écrire des tribunes, dénoncer, appeler à l'attention, mais fondamentalement,
le politique a la responsabilité la plus importante. Parce que cette guerre est en train de devenir comme celle qui s'est passée en Algérie durant les indépendances, une guerre sans image. Mais c'est ça le grand problème. Et le problème, c'est qu'on est dans un monde où aujourd'hui, désormais, aucun mal ne se fait sans témoin. C'est l'une des avancées de notre monde. Human Rights Watch, etc. Aucun mal ne se fait plus sans témoin. Et on tombe dans quelque chose qui tend à être une guerre oubliée. Tu vois, une guerre silencieuse. Et il faut qu'il y ait des témoins, il faut que les gens parlent. Et s'il y a une vraie avancée dans le monde contemporain, c'est que quand quelque chose se passe à Alep, vous êtes au courant. Oui. Et que quand les Ouïghours sont victimes de violences, vous êtes au courant. Il y a une conscience humaine qu'on essaie de construire. La Palestine, on est au courant. Oui. L'Éthiopie, on doit être non seulement au courant, mais on doit agir. Et je ne pense pas que c'est le fruit d'un hasard, mais ces pays-là, au-delà même de l'Afrique, qui portent l'histoire de l'Afrique, parce que la négritude, ce n'est pas un racisme antiraciste, comme disait Césaire, c'est que c'est passé, Sartre, comme Offennoir dans sa préface, ce qui s'est passé également en Haïti, avec Toussaint Louverture, tout cela, l'Afrique devrait porter même secours au-delà même des frontières, parce que les frontières sont celles de la conférence de Berlin, par exemple. Les frontières sont celles de Berlin, il y a un rêve panafricain qui existe, oui. Il y a une communauté de destin du monde noir qui existe, il y a l'événement Haïti, la première république libre, 1804, il y a l'histoire de l'Éthiopie. Nous avons assez de ressources symboliques et historiques, je veux dire, pour être aujourd'hui ceux qui promouvons un autre monde, mais qui surtout imposons le respect de la dignité des Africains et des Africains. Je veux dire, et je suis aussi très heureux de voir qu'il y a un fort renouveau du panafricanisme dans la jeunesse africaine. Et la question ici, c'est qu'elle sera construite, je pense, d'un point de vue politique, un jour, on l'espère, mais il faut aussi qu'elle soit construite par le bas. Et cette conscience-là, elle existe. Et ce qu'il faut déplorer, c'est qu'aujourd'hui, on a un leadership au niveau du continent africain qui n'est pas à la hauteur de la qualité et des aspirations des jeunesses africaines. Oui. Il y a un vrai hiatus. Il y a un fossé énorme. Il y a un fossé énorme. Et c'est un fossé que nous devons combler. Nous devons avoir un leadership qui est à la hauteur de nos aspirations, qui représente ce que nos sociétés souhaitent, qui représente les aspirations de notre jeunesse et qui est au niveau où ces jeunesses-là sont. Aujourd'hui, les jeunesses africaines sont beaucoup plus en avance que les leaderships qui nous représentent. Mais ça, ce sont des questions que nous devons régler en interne. La magie peut-elle passer par le virtuel, l'espace public virtuel. Pensez-vous que cet espace public-là peut transformer les choses? Il le transforme déjà parce qu'il y a un espace public virtuel qui existe, qui permet que des jeunes de Filimbi, des jeunes de Yanamar, des jeunes du Ballet Citoyen, des jeunes de la Somalie se retrouvent, échangent, discutent, raisonnent dans leur expérience et une conscience panafricaine, ça existe déjà. Mais cette conscience panafricaine-là qui se crée dans ces réseaux-là, elle doit se traduire en changement politique sur le terrain. Donc ça veut dire qu'il faut aussi organiser les forces politiques sur le terrain. Et je pense de plus en plus que, bien évidemment, il y a de la réflexion à mener, il faut qu'on la mène, il y a de la lucidité à avoir sur le réel, mais que la prochaine étape, c'est que nous transformions cette lucidité sur notre réel en rapport de force politique sur le terrain pour que nous ayons des leaderships qui sont à la hauteur de nos propres aspirations. Et les jeunesses africaines doivent passer des mouvements citoyens à un vrai engagement politique et doivent prendre leurs responsabilités de ce point de vue-là. Et j'applaudis de mes deux mains quand je vois un certain nombre d'acteurs jeunes qui s'engagent sur le terrain et qui veulent être en charge pour aller aux responsabilités. Et le dernier épisode, on l'a vu avec la flambée des prix, il y a eu tout simplement cette incitation, ou bien cette marche virtuelle sur les réseaux sociaux contre la vie chère. Ensuite, il y a eu rapidement des décisions qui ont été prises allant dans ce sens. Oui, ça a été une bonne chose parce que des fois, ce qu'on peut reprocher au virtuel, c'est de rester virtuel, de ne pas avoir un impact sur le réel et d'être une forme d'activisme du clic et que l'activisme du clic puisse se transformer en activisme sur le terrain. Mais je pense que fondamentalement, il faut réinventer les formes du politique et que le virtuel est aussi un espace où on expérimente de nouvelles formes. Et que c'est intéressant de voir qu'il y a une recherche de réinvention des formes d'engagement du politique et même des formes des appareils que les intellectuels ne doivent pas quitter. Oui, mais ils doivent l'investir. Ils doivent l'investir, mais des fois c'est difficile. Mais des fois, on leur demande trop. Des fois, on leur demande d'être à tous les moulins, à tous les fers. On leur demande de réfléchir, de penser, d'agir, de transformer. Et des fois, il est difficile d'être à tous les postes. Effectivement, je veux dire, il y a une grande réflexion à mener sur où est-ce qu'on se pense utile. Parce que le temps et l'énergie, ce ne sont pas des données infinies que les gens ont. Et ça ne veut pas dire aussi que lorsque vous avez une capacité de réflexion et de lucidité, que vous avez une capacité d'action. Ce n'est pas évident. Il y a des gens qui l'ont eu. Dans l'histoire, il y a des gens qui avaient les deux compétences. Cheikh Anta Diop, Senghor, ils ont pu être aidés politiques, Aimé Césaire, et des intellectuels. Et même des fois, on a jugé différemment l'action politique et l'action
intellectuel Césaire, il y a des critiques sur le fait qu'il a été maire de Fort-de-France, qu'il a signé la départementalisation, que sa verve poétique, il semblerait que son action sur le terrain n'ait pas été à la hauteur de son aspiration. Mais certains pensent que c'était un bon maire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que des fois, dans la difficulté, il me semble que des fois, on met trop de responsabilités sur les intellectuels. Mais parce que les influenceurs, les plus grands influenceurs ne sont pas des universitaires, ne sont pas... Je n'ai rien contre les influenceurs, mais bon... Ils orientent un peu le débat. Je comprends ce que vous dites. Oui. Je comprends ce que vous dites. En fait, oui, je pense que le débat doit être occupé aussi par les universitaires, les intellectuels de manière forte. Parce que c'est le nouvel espace public. Je suis d'accord. Je suis d'accord. En fait, je croyais que vous disiez qu'il devait occuper l'espace politique et transformer les choses. Non, public virtuel. L'espace public virtuel. Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord avec vous parce que des fois, certains d'entre nous le boudent en estimant qu'il n'est pas assez rigoureux, qu'il n'est pas assez sérieux, qu'il y a à boire et à manger. Mais je pense qu'il faut l'occuper en tentant d'y apporter de la qualité. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça l'idée. C'est que, effectivement, l'espace est ce qu'il est, mais si on le laisse tel qu'il est, on ne peut pas faire que de déplorer tel qu'il est. Je pense qu'on doit y apporter de la qualité. Il faut renaître. Cet ouvrage finit par l'espoir. La jeunesse doit renaître. Mais parfois, les gens se demandent que ce ne sont tout simplement que des mots, alors qu'il y a les mots MAUX. Changer le discours en action. Comment le discours en action non, c'est une erreur. Disait Comax, c'est de transformer le monde. Non, c'est une erreur. La première action, c'est le mot. Le mot a un effet sur le monde. La manière dont on parle du monde change le monde. Le langage est performatif. Le langage n'est pas neutre, le langage est fécond. La politique, c'est quoi? C'est du discours. Oui. Et du discours qui vous donne le pouvoir de transformer. C'est parce que vous avez parlé aux gens, que vous les avez touchés, qui vous ont fait confiance, qu'on vous a mis à une station où vous pouvez mettre en action. Et il y a énormément de choses qui sont performatives. Lorsqu'on condamne un exécuté dans un peloton d'exécution, on dit feu. Ce mot-là a tué. Lorsque vous vous engagez à la mairie avec quelqu'un pour votre vie, vous dites oui, celui-là vous a engagé. Attention, les mots transforment le réel. Et il ne faut pas opposer mot et action. Le mot est la plus fine des actions. Il n'y a pas de différence. Non, c'est une même totalité en fait. Et c'est d'ailleurs le langage qui vous fait agir. Oui. Qu'est-ce qui vous pousse à agir? C'est les idées, c'est ce qui est dans votre imaginaire. Et qu'est-ce qui le forme? Ça vient du langage. Sans langage, vous n'agissez pas. Tout ce qui existe dans le monde est né du langage qui a fait agir. Donc le mot est performatif et fait qu'il ne faut pas le minimiser. Maintenant, bien évidemment, il faut une traduction concrète dans les actes. Mais la source initiale, le regard sur le monde, qu'est-ce qui le change? Qu'est-ce qui fait qu'un jour vous vous réveillez et vous décidez de prendre votre destin en main? Parce que vous avez lu, parce qu'on vous a informé, parce qu'on vous a éduqué et parce que vous avez décidé de mettre votre conscience en acte. Donc la question, c'est nourrir la conscience, accroître sa densité. Et une fois qu'on l'a accrue, cette conscience-là, elle se met en acte à travers votre corps et votre action. Les deux sont liés. Il ne faut pas les séparer. Il faut une articulation des deux, mais il faut nourrir. Il faut nourrir ce qui vous met en... Il faut nourrir les mots. Les nourrir, les soigner, les polir et leur redonner leur puissance incantatoire, mais leur puissance fécondatrice. Il faut que les mots soient des ensourcements qui vous mettent en mouvement. Je dirais, et regardez tout ce qui a été fait d'important dans le monde. Il a fallu que des mots lèvent les énergies pour que ces énergies-là transforment le réel. Et c'est pas un hasard si le livre autobiographique de Jean-Paul Sartre s'appelle les mots, le mot et le verbe c'est Dieu. Fais-lui ça, merci d'être là. Un grand merci à papa. Vraiment, c'est un plaisir de discuter avec vous. Non, le plaisir et nous attendons les ateliers de la pensée ici sur ITV. Un mot sur les ateliers de la pensée prévus en 2022. En 2022, en mars, on fera des ateliers de la pensée à Dakar, du 23 au 26, sur la question des cosmologies du lien et des formes de vie. Comment on lit les humains, les non-humains, les animaux, l'écologie, le politique, dans une grande cosmologie. Et comment est-ce qu'on travaille autour de l'unité du vivant et comment on pense nos corps au-delà de nos corps biologiques. Et ça permet de répondre d'un point de vue économique et politique et social à des questions qui doivent être conçues et pensées ensemble. Avec la présence d'éminents intellectuels, les noms? Il y en aura plusieurs. Pour l'instant, on est en train de réfléchir aux gens qui viendront, mais on en invitera et même des gens qui viendront de l'Amérique latine, des Amazonies, de l'Océanie, de l'Afrique, de l'Europe, etc., etc. En tout cas, merci. Merci également à l'équipe technique qui m'a permis de réaliser cette émission. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre rendez-vous du livre de la lecture et de l'écriture sur ITV.